Good morning. My name is David Ferbata. Je suis David Ferbata. Je travaille du côté éditorial pour Meister Media. Nous avons plusieurs marques de médias concernant l'agriculture de précision et je suis ravi d'être ici. Et merci à FIRA de m'avoir invité pour faire partie de ce panel. Et je suis vraiment très intéressé par la partie robotique. On s'intéresse à l'agriculture de précision et plus particulièrement l'agriculture. C'est quelque chose qu'on a couvert depuis 25 ans et ce segment vraiment est quelque chose qui est très prometteur. Et on pense qu'on aura une meilleure productivité et on va pouvoir traiter beaucoup de problèmes socio-économiques et macroéconomiques qui sont les problèmes de nos agriculteurs. Donc, à ma gauche, immédiatement, j'ai Sasha Park, qui est président de Cédric Pache, qui est président de Vitibot. Et je vais vous demander à chaque panéliste de nous présenter sa technologie. Et ensuite, nous avons Fabien Arignon, qui est également président de la société Citia, qui est le grand champion pour les robots Puma. Et eh bien, nous allons avoir Thierry Bedeau, qui est le directeur en chef de Pernod Ricard. Nous l'aurons également en ligne. Et il fait des expérimentations avec plusieurs robots dans son entreprise. Donc, avec cette petite intro, j'aimerais maintenant que chacun se présente un peu plus, parle de sa société, parle aussi de sa technologie et répond à la question « Qu'est-ce qui a été votre dernière réussite la plus brillante ?» Voilà, vous avez la parole. Donc, bonjour à tous, Cédric Bache, je suis le cofondateur de Vitibot. Vitibot, c'est une société qui a maintenant 3 ans, donc on est assez récent. On a une bonne 50aine de personnes, majoritairement des ingénieurs pour faire de la recherche et développement. Et comme vous l'avez compris avec le nom, on est une société spécialisée dans la robotique viticole. On a la particularité de concevoir à la fois la machine, la plateforme qui s'appelle Bacchus. Donc c'est un enjambeur 4 roues motrices, 4 roues directrices sur batterie qui peut gravir des pentes jusqu'à 45% puisque c'est les spécificités du territoire champenois. Et au-delà de cette machine, de cette plateforme, on développe aussi de l'outillage, puisque sur le marché, on n'a pas trouvé d'outillage électrique satisfaisant. On ne voulait pas monter de l'outillage hydraulique parce que ça pose des problèmes en termes d'efficience énergétique. Et donc, on a décidé de redévelopper les outils qu'on va pouvoir monter sur cette machine avec un objectif d'efficience, mais aussi d'intelligence pour communiquer entre les outils et la machine, savoir si le travail se passe bien, puisque comme on est sur une plateforme autonome, on n'a pas d'opérateur pour superviser le travail de la machine. Et puis, il y a aussi un volet service. L'idée, c'est qu'on va à l'avenir faire de la collecte de données, superviser les machines en circulation. Il y a pas mal de choses autour de ça. Et donc, notre société s'articule autour de ces 3 volets. La conception de la plateforme Bacchus, les outillages, on aura peut-être le temps d'en parler un peu plus en détail, et tout un volet service. Merci Cédric. Bonjour, je m'appelle Fabien Arignon, j'ai 46 ans, je dirige la société Citia. Citia, c'est une PME industrielle créée en 1986. Nous avons démarré notre activité robotique il y a un peu plus de 10 ans et nous avons démarré nos projets en robotique mobile agricole en 2014. Et nous avons lancé la marque Tractor il y a 2 semaines lors du CITEVI. Donc nous sommes tout nouveaux sur ce marché, même si ça fait déjà très longtemps qu'on travaille dessus. Voilà, notre vision des choses, c'est apporter cet outil de manière industrielle sur la plus grande échelle possible. Et on essaye de tout mettre en œuvre pour que ces choses-là arrivent. Mais je vais détailler un petit peu plus après. Thank you both. Oui, merci à vous deux. Est-ce qu'on a Thierry? Est-ce qu'il est là, Thierry? Il n'est pas là? Donc, on va attendre. On va parler donc des défis de fabrication que vous rencontrez. On va commencer. On parle donc des grands problèmes socio- et macroéconomiques ou les facteurs qui génèrent un intérêt sur les robots. Nous avons réduit
nos limites de résidus maximum. Nous avons également réduit les aspects chimiques dans l'Union européenne, également dans le monde entier. Nous avons également un problème de main-d'œuvre. Nous avons également des exploitants qui vieillissent. C'est un problème. Il faut recruter une nouvelle génération d'exploitants. Est-ce que vous pouvez nous parler des moteurs qui vous permettent de vous adapter? Comment est-ce que vous articulez les valeurs de la robotique par rapport à votre exploitation? Le premier souci qu'ont les viticulteurs, c'est de trouver du personnel pour monter sur les tracteurs, pour faire le travail. Ça, c'est une tendance longue qui existe depuis maintenant longtemps. Il y a aussi l'idée de vouloir protéger les viticulteurs, les opérateurs de machines, les éloigner des produits chimiques. Tout ça, c'est des tendances de fond qui existent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et ce qu'on observe, c'est que ces dernières années, il y a une nouveauté qui est toute la partie environnementale, les préoccupations environnementales. On a vu une très très forte croissance des préoccupations environnementales au sein de tout le monde, on va dire au sein de toute la société, mais en particulier dans l'agriculture et donc aussi dans la viticulture. Et ça a plusieurs conséquences. C'est que la quantité de travail à effectuer dans les vignes n'est pas stable. Les préoccupations environnementales nous poussent vers de nouvelles solutions, des nouvelles pratiques. Je pense par exemple l'arrêt du glyphosate. On va se tourner plutôt vers du travail du sol, donc désherbage mécanique, qui est une opération qui est beaucoup plus chronophage que le désherbage chimique. Nous, on l'estime à peu près entre 10 et 15 fois plus de temps de travail, pour vous donner une idée, entre les deux modes de travail. Et on a d'autres préoccupations avec les quantités de produits qu'on va pulvériser sur les vignes. Et là, on pense par exemple à des solutions comme la pulvérisation confinée, qui sont des solutions qui se développent avec le temps. En tout cas, l'idée de mettre moins de produits et de le mettre au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est un vrai enjeu. Et ce qu'on voit, c'est que potentiellement, c'est là aussi une source de travail, une charge de travail supplémentaire. Et donc, finalement, la volonté de progresser dans les aspects environnementaux implique beaucoup plus de travail dans la vigne ces dernières années. Et ça, c'est vraiment une tendance qui augmente très fortement ces dernières années et qui pousse les viticulteurs à trouver de nouvelles solutions. Et on pense que la robotique est une très très bonne alternative aux véhicules conventionnels. D'une part, parce que ça va permettre d'avoir des machines sur le terrain capables de faire ce travail, puisqu'on n'arrive pas à trouver de personnel, et d'autre part, de pouvoir le faire en prenant plus son temps et donc en mettant la juste dose de produits au bon endroit, avec des machines qui vont pouvoir travailler par exemple jour et nuit, mais en mettant la juste dose. Effectivement, je confirme qu'il y a un manque de personnel, que ce soit en viticulture ou dans les autres cultures. Je pense, en addition à ce que vient de dire Cédric, que la robotique peut également apporter la précision et la répétabilité de certains travaux. Les travaux vont augmenter, moins il y aura de chimique, plus il y aura de travaux, ça c'est clair. Et il y a des nouvelles pratiques aussi à mettre en œuvre, mais avec beaucoup d'outils qui existent. Le but, c'est pas de tout révolutionner, c'est d'utiliser les outils qui existent, mais peut-être de les combiner, de les adapter, de peut-être ajouter quelques capteurs. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment utiliser les outils qui existent et apporter la capacité de travail, le débit de chantier pour leur permettre de le mettre en œuvre, ces quantités de travail le plus vite possible, parce que le terrain est prêt, les agriculteurs sont prêts. Il leur faut les outils robustes et adaptés à leurs besoins. Oui, eh bien, il y a de très mauvaises histoires avec les agriculteurs qui ont utilisé les produits chimiques. Contamination des sols avec blanchiment, donc des produits d'engrais dans les sols. Et donc, c'est difficile parfois de donner une bonne histoire
et montrer que la technologie permet de fixer un certain nombre de problèmes, ou créer des meilleures solutions par rapport aux problèmes que nous avons créés avec l'agriculture traditionnelle. Est-ce que ça fait partie de votre histoire, vous? Comment est-ce que vous articulez ceci? Alors, effectivement, c'est un peu ce qu'on entend avec... ça a même pris un mot qui s'appelle l'agribashing aujourd'hui. Donc c'est tout nouveau, hein, puisque ça fait que quelques années que ça existe, enfin, en tout cas que ça devient prédominant, et ça concerne vraiment les viticulteurs. Le souci, moi par exemple, je prends quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une petite... quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un petit village en Champagne, et en fait, on a des vignes qui sont particulièrement escarpées, et ces vignes-là, elles étaient traitées par hélicoptère, parce qu'on n'était pas capable d'envoyer une machine sur ces terrains trop pentus. Et ça a été interdit il y a maintenant 3 ans au niveau européen, parce que les hélicoptères, en fait, comme ils pulvérisent d'assez haut, et évidemment, puisqu'ils sont portés par le souffle des pales, on a une dispersion du produit qui est très large sur les vignobles autour et sur les habitations à proximité. Donc c'était un vrai enjeu de sécurité publique, et donc ça a été interdit au niveau européen. Le souci, c'est que on n'a toujours pas plus de machines capables d'aller dans ces parcelles-là. Donc, comment les traitements sont faits? Eh bien, on est obligé d'y aller avec un petit chenillard. Donc, c'est une petite machine interligne et un opérateur qui est juste derrière. On n'a pas la place pour mettre des cabines sur ce type de véhicules qui sont trop petits, puisqu'on est sur... moi, je vous parle de vignes étroites. Donc, on a un interrang d'à peu près 1 mètre. Donc, il faut imaginer mettre une machine dans un interrang d'1 mètre et qu'elle puisse se guider. C'est très difficile. Et donc, on a un opérateur qui est en combinaison intégrale et qui avance derrière sa machine dans l'embrun de produits. Donc c'est une situation qui est particulièrement préoccupante, mais on n'a pas d'autres solutions aujourd'hui sur le marché pour aller travailler dans ces vignobles-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu très récemment l'autorisation de faire des expérimentations avec des drones, donc des drones aériens qui vont venir pulvériser sur les vignes les plus pentues. C'est vraiment un enjeu de sécurité publique. Et il faut réussir à concilier, à mon avis, à la fois les enjeux de sécurité publique, aussi bien pour les viticulteurs, mais aussi pour les habitants à proximité. Il faut aussi concilier les enjeux environnementaux, c'est-à-dire réduire les doses de produits chimiques. Et là, on n'est pas vraiment bon avec un drone qui va pulvériser par le dessus, parce que la qualité de traitement n'est pas satisfaisante. Et en même temps, réconcilier les enjeux qui vont être économiques du point de vue des entreprises viticoles. Et ça, c'est un énorme enjeu, et je pense qu'on peut y arriver en avançant sur la voie robotique, parce qu'on a des machines plus petites et qui vont être capables d'aller sur des terrains plus difficiles, parce qu'on n'a pas d'opérateur dessus, donc on prend moins de risques puisqu'on ne met pas d'opérateur en danger. Donc voilà un petit peu les évolutions comme je les vois. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le Bacchus, d'abord sur une solution de désherbage mécanique, et on travaille maintenant sur une solution de pulvérisation confinée récupératrice. Et on ne fera que de la pulvérisation confinée récupératrice, puisque l'idée de l'entreprise, c'est de faire progresser les pratiques viticoles, et donc on ne va que vers ce qu'il y a de meilleur pour réduire les doses au maximum. Je crois qu'en tant que fabricant de robots agricoles, notre rôle n'est pas de choisir les outils ou les méthodes, mais bien de proposer la polyvalence de choix. C'est ce qu'on essaye de faire avec Tractor, avec sa plateforme voie variable, hauteur variable. C'est permettre d'ajouter les outils existants et de laisser le choix de combiner ces outils. Et toutes les solutions ne sont pas encore inventées. L'agriculture évolue depuis des milliers d'années. Ce serait assez prétentieux de pouvoir leur dire qu'il faut faire tel ou tel choix. Nous, on leur laisse la possibilité justement de tester leurs meilleures solutions adaptées à leur terrain. C'est ce qu'on pense être une des solutions importantes, alors que ce soit phytosanitaire, biocontrôle, mécanique ou avec des technologies hydrauliques ou électriques. Voilà, je pense qu'il faut laisser le choix. L'agriculture a cette chance d'être très variée. Pour autant, il faut essayer de leur apporter la possibilité d'avoir ces plateformes qui s'adaptent à cette variété de possibilités, et puis préparer aussi les plateformes
de capteurs qu'ils vont avoir besoin pour travailler très prochainement. Effectivement, juste pour ajouter un mot sur ce point-là, chez Vitibot, on a une vision un petit peu différente. C'est vrai que laisser la possibilité aux clients de monter tous leurs outils existants, c'est une bonne chose, mais c'est pas vraiment la voie qu'on a choisie. On sait que ça va être un point de frustration, évidemment, et on fait tout pour le résoudre, mais on ne souhaite pas que les clients puissent monter n'importe quel outil sur la machine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur une machine traditionnelle, vous avez un opérateur qui est assis sur la machine et qui peut surveiller le fonctionnement de chacun des outils. Je prends par exemple le cas du travail du sol. On vient désherber les rangs de vignes et on a un opérateur qui surveille que les outils travaillent normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bourrage, il n'y a pas d'anomalie. Et donc ça marche bien. Effectivement, on peut avoir des outils mécaniques, des outils électriques, hydrauliques, peu importe. Le problème, c'est que sur une machine autonome, si on monte un outil mécanique ou hydraulique sur lequel on n'a aucun retour d'information, on ne va pas savoir, la machine va juste traîner un outil et ne va pas savoir du tout ce qui se passe. Si ça se trouve, l'outil est complètement bloqué et on est en train d'arracher des plants de vigne. Donc c'est vraiment un gros enjeu. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on a redéveloppé des outils en électrique et des outils intelligents. Justement, c'est pas l'idée de forcément vendre nos outils avec nos machines. Ça représente une toute petite part de notre chiffre d'affaires, l'outillage par rapport à une machine. Mais c'est l'idée de fournir un tout complet au client. Alors, il y aura toujours la possibilité de mettre des petits outils passifs de désherbage, il y en existe plein. Mais sur les gros outils motorisés, on pense qu'ils doivent absolument être communicants pour pouvoir dire à la machine si tout fonctionne bien ou non. Je me permets juste un petit complément. C'est pas parce que les outils existent qu'on peut pas communiquer avec quand même, mais voilà, il y a quelques solutions qui sont en œuvre à ce sujet. C'est bien d'avoir un choix en tant que consommateur et c'est bon d'avoir différents produits que nous pouvons choisir pour voir celui qui convient le mieux à nos opérations. Donc là, c'est une petite divergence par rapport à l'offre. Je voudrais simplement accueillir notre troisième membre, Thierry Bedel. Je crois qu'il est maintenant Thierry Bidot, je crois qu'il est avec nous. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour pouvoir effectivement parler d'un sujet qui nous intéresse et qui nous préoccupe beaucoup. Thank you for joining us. We're sorry. Merci d'être avec nous. Nous sommes désolés. Nous avons des petits problèmes compte tenu des grèves et avec les gilets jaunes. On a eu des petites difficultés pour venir ici, mais nous sommes heureux de voir que Thierry est avec nous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le brosser donc le tableau de ce que vous avez fait, quels sont quel type d'exploitation, quel est votre personnel, est-ce que vous utilisez les robots sur la ferme par exemple? Oui, bien sûr. Déjà je me présente, donc Thierry Bidot, je suis responsable des vignobles Moum et Perrier-Jouët. Donc c'est un vignoble qui se situe dans l'aire d'appellation Champagne. Et notre entreprise donc a pour vocation l'exploitation des domaines viticoles de nos deux maisons de Champagne, Moum et Perrier-Jouët. Et bien sûr, nous appartenons également à un groupe d'envergure internationale, puisque ce groupe Pernod Ricard est amené à produire et à élaborer et bien sûr à distribuer des produits de type vin ou spiritueux. Notre exploitation viticole, pour faire un petit focus sur notre domaine, donc nous avons 260 hectares de vignes en exploitation, donc dans l'aire et nous avons 90 vignerons qui exploitent ce domaine tout au long de l'année. À cela, nous ajoutons bien évidemment la vendange, puisque en Champagne, la vendange manuelle est obligatoire, la machine à vendanger est interdite, et donc nous recrutons approximativement 800 personnes chaque année pour la réalisation de l'activité vendange.
Alors, pour répondre un petit peu à votre question, pourquoi nous rapprocher de la société Vitibot et pourquoi ce sujet nous préoccupe beaucoup, c'est que nous sommes actuellement donc dans un vignoble qui est très préoccupé, bien évidemment, par les changements des pratiques en Champagne. La région de Champagne s'est engagée dans une démarche depuis de nombreuses années d'amélioration de ces pratiques qui se conclut notamment par une certification qui s'appelle viticulture durable en Champagne. Donc cette viticulture durable, c'est une certification qui va au-delà du référentiel HVE et qui nous motive tous dans cette amélioration en continu. Et un des points qui nous concerne plus particulièrement, c'est un objectif de réduction des intrants, bien évidemment, et en particulier des herbicides. Et notre vocation aujourd'hui, c'est de revenir au travail du sol sur la totalité de l'exploitation. Or, ce changement ne se fait pas si facilement que ça. Revenir à ces pratiques nécessitent de l'adaptation. Ça engendre de la pénibilité aussi vis-à-vis de notre personnel, puisque nous sommes dans un vignoble à haute densité, nous sommes à peu près à 9000 pieds hectares. Donc la zone de déplacement des équipes est relativement étroite. Et quand on fait du travail du sol sur cette partie-là, forcément ça implique de la pénibilité pour nos collaborateurs. Et puis dernière chose, nous sommes sur un vignoble de coteaux. Donc des coteaux plus ou moins pentus qui, pour la mécanisation, engendre parfois un certain nombre de risques pour les opérateurs. Donc c'est tout naturellement que quand la société Vitibot est venue nous parler de la robotique, comme d'autres d'ailleurs, puisqu'on a eu l'occasion, puisque ce sujet nous intéresse beaucoup, on a également eu l'occasion de rencontrer d'autres fabricants de matériel de ce type-là, nous sommes très rapidement dit que finalement ça pouvait être une opportunité pour la viticulture de demain, et donc d'étudier. Donc voilà un petit peu la philosophie globale dans laquelle le rapprochement que nous avons avec la société Vitibot. Okay, thank you. Merci beaucoup. Juste à suivre, vous avez parlé de la perte ou de la réduction des produits chimiques et vous voulez revenir à des désherbants mécaniques. Est-ce qu'il y a d'autres challenges qu'il faut relever? Et est-ce que les robots peuvent vous aider quand vous êtes avec un partenaire? Vous voulez entendre parler de la façon dont ils exploitent leur terre? Alors, excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais la collaboration portait essentiellement effectivement sur la partie de travail du sol aujourd'hui. Nous savons que le développement de ce type d'outils à l'avenir va apporter d'autres opportunités, mais aujourd'hui, l'avantage de ce type de matériel, c'est que on s'affranchit, et j'ai entendu Cédric tout à l'heure parler de l'opérateur qui n'est plus sur sa machine. Pour nous, c'est un véritable intérêt, puisque bien évidemment la conduite est importante et l'opérateur qui est sur sa machine peut peut-être mieux visualiser ce qu'il fait, mais en même temps ça génère un risque. Et aujourd'hui, d'envisager des machines qui soient autonomes, tout en ayant un opérateur à proximité, peut lui permettre pour lui aussi d'avoir un nouvel attrait dans ce type de développement et de compétences, puisque finalement on développe une nouvelle compétence. Et donc c'est vraiment intéressant pour notre vision de la viticulture que d'avoir ce type de matériel. Sachant que ce matériel aujourd'hui, évidemment, ne va pas remplacer notre parc de tracteurs. Nous avons un parc de tracteurs qui est assez important. Nous avons plus de 20 machines qui tournent sur notre vignoble aujourd'hui. On ne va pas tout remplacer du jour au lendemain. Mais on va dire que c'est un accompagnement, c'est un nouvel appareil qui peut venir compléter notre parc et puis peut-être dans le futur, et c'est ce que nous souhaitons évidemment, peut-être le développer. So now for our manufacturers, you heard a little bit about what Terry is looking for. Vous avez vu ce que Terry veut faire dans son exploitation. Les machines sont mécaniques. Vous avez des désherbants mécaniques. Mais au niveau de la recherche et du développement, vous regardez d'autres fonctionnalités. Ma question donc, quelles sont les fonctions que vous voulez déployer à l'avenir? Comment est-ce que vous allez estimer les priorités par rapport à toutes ces options? Et comment est-ce que vous allez donc faire ces priorités et comment est-ce que vous allez mettre en route ce processus? Bien sûr, aujourd'hui, on fait beaucoup de travail avec les machines.
il faut bien aussi garder en tête que par exemple dans la vigne, le travail qu'on est en train de robotiser, c'est du travail qui a déjà été mécanisé. Par exemple, le désherbage, ça se fait déjà avec un tracteur. Et donc il y a deux types de travaux. Il y a les travaux qu'on appelle manuels et les travaux mécaniques. Et aujourd'hui, la robotique ne touche pas du tout à la partie travail manuel qui nécessite un savoir-faire, une dextérité que les machines n'ont pas aujourd'hui et n'auront pas dans un futur prévisible. Et donc l'idée pour les machines, c'est de pouvoir faire le travail que font aujourd'hui les machines, enfin tout le travail qui est déjà mécanisé. Donc on a parlé du travail du sol, c'est vrai que c'est un bon point d'entrée. C'est pas forcément l'un des plus simples, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a des sols qui sont plus ou moins durs. On peut venir taper des pierres, on vient au plus proche des ceps de vigne. En viticulture, en tout cas, c'est pas forcément le travail le plus simple, mais c'est un des travaux qui est prioritaire puisque l'arrêt du glyphosate est dans toutes les têtes et tout le monde cherche des solutions. Donc c'est évidemment un point important puisque en dehors des grandes maisons, par exemple dans la Champagne, les viticulteurs n'ont pas encore franchi le cap du désherbage mécanique pour la plupart d'entre eux. Pour la suite des outils, l'idée c'est bien sûr de faire une plateforme, comme mon collègue, de proposer aux clients des plateformes qui sont polyvalentes et qui vont pouvoir répondre à l'ensemble des travaux mécaniques à réaliser dans la vigne. Donc ça commence par le travail du sol. Pour nous, ça va se poursuivre avec de la pulvérisation confinée. On est déjà en train de faire des essais donc, sur la campagne prochaine et sur la fin de celle-ci. Et l'objectif, c'est qu'on ait un produit commercialisable d'ici 1 an à peu près. Donc à mettre sur le marché, à monter sur nos machines. Et par la suite, on étendra la gamme avec des opérations, par exemple, de rognage, des feuillages, des pamperages, qui sont pas mal d'autres opérations qui sont nécessaires sur le vignoble. Mais aujourd'hui, travail du sol et pulvérisation, ça représente, on va dire, les 2/3 du travail en vigne, à peu près en temps de travail. Donc c'est pour nous la priorité. Et c'est là aussi où on peut avoir le plus gros impact. Parce que si on fait demain du rognage, on ne va pas le faire de manière plus efficace, plus efficiente que ce qui se fait aujourd'hui. Alors que, par exemple, en pulvérisation confinée, l'objectif, c'est justement de passer en confinée récupératrice par rapport à de la pulvérisation traditionnelle et de pouvoir proposer ça plus facilement grâce à la robotique avec donc des machines qui vont pouvoir prendre en charge ces opérations qui sont très longues et chronophages. Et les opérateurs qui, avant, par exemple, conduisaient les machines, alors, on n'en est pas à remplacer les opérateurs, vous l'avez compris, puisqu'on est dans une démarche où il y a de plus en plus de travail. Donc, au contraire, on cherche beaucoup plus d'opérateurs aujourd'hui. Et malgré l'arrivée de la robotique, on continue à chercher. Il y a une vraie pénurie. Mais l'idée, c'est que demain, l'opérateur soit plus à côté de la machine et puisse prendre en charge, par exemple, des opérations de travail manuel, faire toutes les opérations qui nécessitent de l'intelligence, de la dextérité et de l'agronomie, du bon sens paysan quelque part. Before you hand off, just a quick follow-up. Juste un suivi pour vous. Si j'ai bien compris, 2020 sera l'année pendant laquelle vous allez pouvoir mettre en place un système de confiné, d'ALOB 2020. Et donc, en 2021, donc, ce sera donc des systèmes de détection verts avec une technologie adaptée. L'idée, effectivement, c'est on va faire de la pulvérisation confinée récupératrice, mais on veut aller un petit peu plus loin. On a sur la machine Bacchus, on a 8 caméras placées tout autour, qui sont des caméras infrarouges à temps de vol, donc qui nous renvoient des images en 3D. Et l'idée, ça va être d'utiliser ces caméras pour détecter la densité de la végétation, savoir par exemple quand il y a un trou dans la végétation de couper la pulvérisation, et ensuite aussi, en fonction de la densité de la végétation, de pouvoir moduler les doses de produits qu'on va envoyer. Et ça, évidemment, ça nécessite une très forte intégration entre la machine et son outillage. Après, on peut imaginer de développer des solutions open source, enfin des solutions communes entre les différents fabricants, comme ça se fait par exemple avec le système Isobus qui permet aujourd'hui une communication universelle entre le tracteur et son outillage en grande culture essentiellement. Mais là, on entre sur des points de pulvérisation très ciblés, très précises,
Et je ne sais pas si les systèmes sont prêts pour ça aujourd'hui, mais en tout cas, le fait de tout intégrer, on pense que ce sera une grande avancée pour aller vers plus de précision. Et en tout cas, pour nous, ça simplifie beaucoup les choses dans un premier temps. Je pense qu'aujourd'hui, les viticulteurs, les agriculteurs ont besoin d'être rassurés par rapport aux robots. Ils veulent être dans un environnement connu, le plus connu possible. C'est ce qu'on essaye de leur apporter avec l'utilisation des outils existants. Ils veulent du débit de chantier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail qui soit relativement endurant. Donc c'est ce que, grâce à notre solution hybride, c'est ce que ça permet, c'est-à-dire travailler longtemps et avoir des temps de recharge très très limité. Et puis ils veulent pouvoir ajouter des fonctions d'intelligence ensuite, mais déjà faire ce travail et ce très nombreux travail dans un premier temps, et donc ça nécessite une machine robuste. Maintenant, tout ça n'existe et ne peut exister que s'il y a un réseau de distribution solide et performant et entraîné. Nous, c'est notre étape. Depuis près d'un an, on travaille avec nos distributeurs pour les former sur le terrain, pour qu'ils soient prêts à faire les démonstrations, à expliquer, à réparer, à assister sur le terrain. On est à un changement de méthode sur cet aspect-là, il y a un changement de modèle. Donc nous, on ne peut pas tout faire. Donc on doit être vraiment inséré dans un écosystème environnant, que ce soit les outilleurs, que ce soit les concessionnaires, que ce soit les utilisateurs finaux. Et c'est vraiment ensemble que ces choses-là peuvent arriver, puisque on peut pas bouleverser toutes les pratiques non plus. Donc il faut y aller étape par étape, mais dans la robustesse. Voilà, c'est ce que l'on pense. Terry, I'd ask do those comments Thierry, resonate with you? Est-ce que ça fait écho avec vos pratiques? Et est-ce que cette recherche et développement, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça correspond à vos priorités aujourd'hui au niveau de votre exploitation? Excuse me, I don't understand very well your question. Donc les priorités des producteurs aujourd'hui, est-ce qu'elles représentent, elles sont conformités oui, bien avec sûr. les vôtres? Bien sûr que c'est en phase avec nos priorités, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, la démarche viticulture durable qui est initiée pour la Champagne, mais d'une manière générale, l'ensemble de la stratégie de développement des vignobles du groupe, puisque on parle de la Champagne, mais je pense que les autres entreprises viticoles du groupe Pernod Ricard sont très attentives de toutes ces choses-là, et de tout ce que vient d'évoquer Cédric au préalable. C'est tout à fait en phase avec nos attentes. Mais c'est également c'est nos attentes, mais c'est également l'attente probablement indirecte du consommateur, d'avoir un vignoble toujours plus respectueux de nouvelles pratiques. Et je pense que ces outils qui sont développés et qui vont encore se développer dans le futur vont nous apporter les moyens d'avoir une vraie viticulture de précision. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin d'avoir. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais notre vignoble aujourd'hui en Champagne, c'est un vignoble septentrional, donc qui est soumis à des aléas climatiques qui sont encore forts, et nous sommes en même temps aussi témoins du changement climatique, et ce changement, il est rapide. Et donc nous devons avoir des outils qui nous permettent de nous adapter, de nous acclimater rapidement à ce changement. On fait un focus aujourd'hui effectivement sur la partie entretien des sols, et puis peut-être demain sur la partie protection du vignoble, mais toutes les attentes que nous avons, ce genre d'appareil va y répondre. Et je dirais que notre rôle aussi, nous, en tant que maison de champagne, c'est d'être aussi ambassadeur de ces nouvelles pratiques pour qu'on emmène l'ensemble de la profession avec nous. Et je pense que c'est la pérennité de nos appellations qui est aussi en jeu. Donc tous ces outils sont vraiment en phase, et les objectifs, les développements de ces outils sont vraiment en phase avec nos attentes à nous. Terry, can you talk a little bit about Thierry, pouvez-vous nous parler de la technologie, de la manière dont ces robots, cette robotique a spécifiquement a pu vous aider dans votre approche de durabilité au niveau des consommateurs?
lorsque vous aidez les personnes à mieux comprendre votre source de traçabilité, votre durabilité, votre nouvelle approche, comment est-ce que ça vous aide à expliquer? Le consommateur aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble de la population, et je pense qu'aujourd'hui le consommateur est de plus en plus informé. Les réseaux sociaux, les médias donnent beaucoup d'informations. Parfois erronées d'ailleurs, et je pense que nous avons aussi, nous, une responsabilité sur la bonne communication de nos pratiques, et on sent, on perçoit que le consommateur souhaite plus d'informations sur le produit qu'il est amené à déguster, à consommer, et nous, notre objectif, c'est effectivement de jouer la transparence. On n'a jamais rien eu, et on n'a rien à cacher sur nos pratiques. Et la robotique aujourd'hui peut nous permettre justement de répondre peut-être à une partie de cette attente, puisque comme je disais tout à l'heure, notre monde change et nos pratiques viticoles changent. Nous avons besoin de plus de précision dans l'usage de nos outils pour répondre justement à un produit qualitatif, puisque le maître mot de notre pratique, c'est de garder un produit qualitatif. Je pense que on ne peut pas oublier ça. Nous sommes sur un produit dit de luxe. Le champagne fait partie effectivement des produits qui ont encore une renommée, et le client est forcément demandeur par rapport à ça. Et notre challenge, c'est justement de répondre à cette attente par des nouvelles pratiques, par des nouveaux outils, par des collaborations justement avec des professionnels de la technologie. Tout à l'heure, Cédric parlait de différents autres outils, des drones, des choses comme ça. Toutes ces choses-là peuvent nous intéresser de près ou de loin. Il y a des choses qui ne sont pas utilisables. Je pense que tout n'est pas bon. Mais il faut savoir filtrer, peut-être également, pour que le consommateur finalement se rende compte que nous ne sommes pas insensibles à ce changement, et que nous évoluons en fonction des nouvelles technologies pour encore plus d'exigences qualitatives de notre côté, et pour répondre davantage à l'attente du consommateur. Thank you. So we've talked a little bit about Merci. Donc, nous avons parlé de la technologie, nous avons parlé un petit peu des moteurs. J'aimerais parler maintenant de la chaîne de valeur et du business model que vous proposez sur le marché. Peut-être que vous pourriez maintenant nous parler de votre modèle d'entreprise. Est-ce que vous utilisez la mécanisation, le système de distribution traditionnel, protection des cultures, ou un type de modèle directement axé sur le consommateur, ou peut-être ça n'a pas encore été inventé, avec un modèle de tertiaire, avec service. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la chaîne de valeur? Pour nous, on a l'avantage dans le monde viticole, contrairement à l'agriculture qui est très dispersée. Le monde viticole est assez concentré. Bon, il y a toujours des petits vignobles un peu par-ci par-là, mais on observe quand même, au niveau européen en tout cas, que les vignobles sont très concentrés dans certains domaines. Et pour nous, c'est le commencement. Donc sur notre stratégie de distribution, pour l'instant, on a choisi de le faire en direct. Donc on distribue uniquement en Champagne, en Bourgogne, et à partir de l'année prochaine dans le Bordelais. Donc pour le Bordelais, enfin pour la Champagne-Bourgogne, on le gère directement depuis notre siège social à Reims. Et pour le Bordelais, on ouvre une antenne là-bas avec un atelier, un commercial et un technicien. On veut toujours avoir du personnel de chez nous à proximité des machines. Comme c'est les premiers déploiements, il y a des choses à surveiller, à superviser. Et donc on a envie vraiment d'être à proximité de ces premières machines, parce qu'on est convaincu que c'est la réussite de ces premières machines sur le terrain qui va faire notre renommée et notre développement futur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est fermé sur ce modèle pour ce qui est de la distribution du matériel. De le faire en direct, on n'est pas du tout fermé là-dessus. Et on pense que les distributeurs aujourd'hui ne sont pas tout à fait prêts, forcément, puisqu'ils font plutôt du thermique, de l'hydraulique, ils sont plutôt habitués à manipuler ce genre de choses. Mais c'était vrai aussi dans l'industrie automobile. Tous les constructeurs, revendeurs, mécaniciens divers ne faisaient que du thermique. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures électriques sur le terrain.
Et on voit que les conceptions, au fur et à mesure, ont du personnel habilité pour intervenir sur les véhicules électriques. Et ça se fait progressivement, mais ça se fait naturellement. Donc on va observer la même chose dans le monde agricole, j'en suis convaincu, aussi bien sur l'électrification que sur la robotique. Alors ça, c'est vrai pour le matériel, mais on a aussi, comme je vous l'ai dit, il y a la partie Vitibot, c'est la plateforme, l'outillage et aussi des services. Et on pense que la part de services va être d'au moins 50% dans notre chiffre d'affaires. Alors c'est pas à horizon 2-3 ans, plutôt à horizon 10 ans, parce que on va s'intéresser de plus en plus à de la viticulture de précision. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand on faisait un traitement, on disait on va mettre 150 litres hectares et on mettait 150 litres hectares sur toute la parcelle, comme on le faisait en agricole. Et puis progressivement, on a fait des cartes avec des zones où on a besoin d'un peu plus de fertilisants, d'un peu plus de produits. Et on pense qu'à l'avenir, on va aller encore beaucoup plus loin avec des machines autonomes qui ont des systèmes GPS haute précision. On va pouvoir travailler non plus par zone, mais peut-être plan par plan. Se dire ce plan-là, combien d'engrais il a reçu telle année, de pouvoir avec des caméras analyser la quantité de raisins qu'il va produire. On ne fait pas de récolte, on n'a a priori pas vocation à faire de la récolte, mais on peut tout à fait imaginer utiliser des capteurs, que ce soit les nôtres ou des capteurs qu'on embarquerait sur notre machine et qu'on branche sur le bus de communication, des capteurs qui analysent la récolte. Ça permet déjà aux négociants d'anticiper quel est le niveau de maturité, où est-ce que je dois vendanger en premier. Et sur les vignobles les plus prestigieux, ils font de la vendange sélective, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien vendanger seulement certaines parties d'une parcelle et puis vendanger seulement la semaine suivante l'autre partie de la parcelle. Donc on va vers une précision toujours plus grande et on pense que l'échelle sur laquelle il va falloir travailler à l'avenir, ça va être à l'échelle du plan, c'est-à-dire le plan de vigne et qu'on puisse le monitorer d'année en année. Quand est-ce qu'il a été planté, quelle quantité d'engrais, de produits phytosanitaires il a reçu et quelle quantité il a produite. Et avec un historique année par année sur chacun des cèpes, on pense pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qui se fait aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous décrivez un système global. C'est quelque chose que vous développez en interne ou avec un développement de logiciels? Pour certaines parties, on va faire des développements en interne. C'est encore le commencement sur toute cette partie-là. On pense par exemple sur tout ce qui est capteur pour aller chercher de la donnée dans la vigne. C'est des choses qui existent déjà. Il y a des sociétés qui travaillent dessus depuis un moment. On n'a pas forcément besoin de réinventer la roue à ce niveau-là. Il faut savoir travailler avec les bonnes entités. Comme je le disais, proposer des machines sur lesquelles on puisse brancher des outils tierces. C'est aussi un engagement. Et donc on n'est pas fermé là-dessus. On est en plein développement pour le décider. Et puis aussi, pour tout ce qui va être remonter les données aux clients, c'est pareil, là encore, il va falloir de l'interopérabilité. Il n'y aura pas forcément 100% de robots dans le vignoble demain, et donc il va falloir que les machines traditionnelles puissent communiquer avec les robots et remonter tout ça, et puis aussi le personnel qui intervient, puisque par exemple on a des délais de rentrée après un traitement, le personnel ne peut pas rentrer dans les vignes après entre 24 et 48 heures suivant les traitements, et tout ça a besoin d'être coordonné. Et ce n'est pas forcément la vocation de Vitibot de créer ce type d'outils. Ils existent déjà et il faut utiliser les API pour faire remonter ces données dans un maximum de services aujourd'hui sur le marché. Merci Cédric. Bon, les attentes sont fortes, les attentes sont mondiales. Les utilisateurs sont prêts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour mettre ça en œuvre d'un point de vue sur une grande échelle? Nous pensons qu'il faut être inséré avec l'environnement existant pour pouvoir aller vite sur le terrain. Donc je me répète encore une fois, mais effectivement, on va utiliser des outils existants pour ne pas perdre et ne pas changer toutes les pratiques. On va s'appuyer sur un réseau de distributeurs existant qui connaît les demandes d'assistance locale. Donc on constitue et on a déjà une partie de ce réseau au niveau France.
Et notre travail aujourd'hui, c'est de les former pour justement être prêts à déployer toutes ces solutions. Donc le but, c'est d'aller vite. Il y a énormément de travail. Donc on va pas tout faire, nous, Citia. Donc il faut savoir se plugger avec les autres. C'est pour ça qu'on a fait avec Tractor une machine polyvalente avec voie variable, hauteur variable, sur une solution hybride qui permet de faire du débit de chantier, qui a de l'autonomie de travail, qui est robuste. Et ce que vous avez en mécanique, vous l'avez également en plateforme logicielle pour pouvoir non pas inventer les capteurs de demain, mais digérer les capteurs de demain. Donc voilà, on est prêt pour être ouvert sur ce monde qui évolue, mais sur lequel on doit accompagner étape par étape, de manière simple et concrète sur le terrain. C'est la seule manière de rendre ça populaire et sur une grande échelle. Et bien évidemment, on est ouvert aussi aux discussions pour... on ne sera pas capable de produire, nous, toutes les machines qui seront demandées. Donc il y aura forcément des partenaires pour produire en plus grand nombre. Mais on met tout en place pour que ce grand nombre arrive et de manière... industrielle. Après, on est au tout début de cette histoire de la robotique agricole. On en a encore pour de nombreuses années, donc il y a énormément de choses à inventer, à plugger, mais le but, c'est justement d'essayer d'apporter par cette plateforme un carrefour de nouvelles possibilités. Mais en tout cas, déjà, de travailler avec ce qui existe. Voilà, c'est ce qu'on propose. Donc, justement, si on regarde le système de distribution existant, il y a plusieurs agents, les agents, les producteurs, les distributeurs et le produit et la chaîne pour la production. Lorsque vous regardez toutes les options, est-ce qu'il y a une option qui est plus adaptée pour ce type de technologie? C'est une dynamique intéressante que nous avons avec des contrats qui sont peut-être, ce n'est plus des services, ce sont des résultats que l'on vend. Donc j'aimerais voir comment est-ce que vous envisagez cette dynamique avec ces nouveaux business models qui émergent avec les robots. Je peux pas avoir la prétention de dire le modèle qui va être le bon, c'est celui-là. C'est pas possible. Nous, on est juste là pour fabriquer un robot qui s'adapte aux pratiques du terrain. Les modèles sont en train d'évoluer. Ça c'est sûr, que ce soit les distributeurs, que ce soit les pratiques, que ce soit les sociétés agricoles, oui. Maintenant, est-ce que ça va être du service, est-ce que ça va être des choses combinées, voilà, nous on donne juste la possibilité de choisir avec notre plateforme. Ensuite, est-ce qu'on va vouloir récupérer des données, est-ce qu'on va vouloir que travailler, est-ce qu'on va vouloir combiner les choses? L'avenir nous le dira, mais il faut déjà apporter cette possibilités. Et je dirais, donc Citia et Vitibot et Nayo qui nous accueillent ici, voilà, tous autant qu'on est, on n'est pas suffisant par rapport aux demandes actuelles et mondiales. Donc on travaille dans le bon sens, il y a des différences et heureusement, maintenant ça existe, ça correspond de plus en plus aux attentes et ensuite les modèles vont évoluer parce qu'il y aura des possibilités existantes concrètes sur le terrain. Vous ne pouvez pas faire évoluer vos modèles juste avec de la théorie en disant si ça existait, peut-être que j'évoluerai mon modèle. Non, c'est les systèmes existants qui vont faire peut-être évoluer les services, les possibilités, les nouveaux outils, les nouvelles données, les nouvelles applications. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus ouvert possible pour pouvoir accompagner ces systèmes. Il y a énormément de choses à inventer. Les portes devant nous s'ouvrent de manière très importante. On ne fera pas tout. On est ouvert à toutes les discussions, que ce soit bien évidemment en France ou au niveau mondial. On a des partenariats à l'international également. À Citia, je dis souvent, on a des équipes de doctorants et des équipes de techniciens très expérimentés. On a souvent la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés au sol, quoi. Donc je pense que c'est ce qui est important. Apporter la technologie, mais de manière sans s'en rendre compte. Quelque part, de manière habituelle et quotidienne. Voilà, c'est notre seul but. It's a good reminder. Before you contribute, I'd like to say we just got un bon rappel. Et donc, il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions, j'aimerais m'assurer que toutes vos questions aient reçu une réponse. Donc, levez les mains, s'il vous plaît, si vous avez des questions.
pour Thierry ou pour nos présidents? Je ne vois pas de questions. Alors, Cédric, moi, je vais être assez bref en donnant juste un exemple. C'est celui des petits viticulteurs en Champagne. On a aujourd'hui un morcellement des parcelles, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des héritages et donc des années, on a des propriétaires terriens qui ont de moins en moins de surface. Et ça, c'est un souci pour eux parce que l'investissement dans une machine, alors qu'elle soit robotique ou machine traditionnelle, est un investissement qui devient énorme et qui ne se justifie plus la plupart du temps. Et en fait, avec la robotique, alors on a le développement des CUMA un petit peu partout, mais on sent que ça se développe doucement. En tout cas, en Champagne, ça se développe doucement. Et on pense que la robotique pourrait être un bon facteur d'accélération pour les CUMA, tout simplement parce qu'on n'a plus la peur que ce soit quelqu'un d'autre qui conduise le tracteur, qui l'abîme, ça pose pas mal de soucis, qui fasse ses petits réglages. Là, si on est sur une machine autonome, on peut la prêter à n'importe qui, la machine se débrouille de toute façon. Donc ça va permettre une mutualisation du matériel. Et on voit l'intérêt notamment sur quand vous avez des petites parcelles qui sont disséminées l'une par-ci, l'autre à 1 kilomètre. C'est assez difficile à travailler, il faut manipuler la machine beaucoup, la transporter beaucoup. Et là, ce qu'on observe, et c'est notamment coordonné par le comité Champagne en Champagne, ce serait l'idée de travailler plutôt de manière locale, ensemble, de manière collaborative, avec une machine, alors, plutôt robotique dans ce qui nous concerne, mais ça pourrait aller au-delà, et de travailler sur des coteaux entiers avec plusieurs machines qui seraient déployées et qui travailleraient ce coteau-là. Donc il y a un intérêt logistique, il y a un intérêt, on va dire, matériel pour les viticulteurs, comme je vous disais, puisqu'ils ont des petites surfaces, et donc c'est difficile d'avoir leur matériel en propre, mais il y a aussi un enjeu de sécurité, puisque aujourd'hui, je vous parlais des délais de rentrée tout à l'heure. Si on fait un traitement dans une parcelle, on ne peut pas rentrer dans cette parcelle dans les 24 heures. C'est vrai à l'échelle d'une parcelle, mais une parcelle en Champagne, ça peut être petit, ça peut être 10 arts par exemple. Et rien ne vous empêche de travailler sur cette parcelle, rien n'empêche votre voisin, qui peut donc avoir la parcelle à 5 mètres de la vôtre, de faire son traitement. Et à ce moment-là, vous êtes forcément gêné par les embruns, vous êtes forcément gêné. Et l'avantage justement de mutualiser, on pourrait imaginer faire des traitements sur tout un coteau, laisser ce coteau reposer 24-48 heures et faire rentrer des opérateurs pour le travail manuel seulement après ce délai. Et donc il y aurait des améliorations aussi en termes de sécurité pour le personnel. Alors c'est vraiment une courbe d'apprentissage pour maximiser l'utilisation de ces robots et optimiser l'utilisation. Donc, votre expérience, vraiment, vous commencez à en faire l'expérience de manière pragmatique. Quelles sont les applications pour optimiser votre travail et leur programme de soutien? Qu'attendez-vous d'eux? La question était pour moi? Sure. Excuse-moi. Si j'ai bien compris votre question, David, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser ce type de matériel et puis l'impact au niveau du personnel, c'est ça? Yes, my question was. Oui, ma question était quel soutien avez-vous besoin de la part des fabricants pour mettre en application la technologie? Il est évident que ce type de matériel, c'est une nouvelle technologie que l'on ne connaît pas aujourd'hui et que ni moi ni mes équipes ne maîtrisons. Évidemment, c'est un travail qui va être collaboratif.
On a besoin d'apprendre, on va avoir besoin de former nos équipes, et ça ne peut pas se faire si effectivement la société Vitibot ne nous accompagne pas. Et je pense que dans ce domaine-là, on est vraiment rassuré. Déjà parce que en amont, il va y avoir tout un travail de repérage parcellaire indispensable au fonctionnement du Vitibot. Et ce que je vais attendre effectivement des équipes de Cédric, c'est d'avoir cet accompagnement préalable pour le bon fonctionnement de ces machines, et puis ensuite pour l'accompagnement opérationnel. C'est-à-dire que au quotidien, on peut facilement imaginer que plein de petites choses que nous n'avons pas forcément anticipées et qui font que tout simplement on travaille avec la nature, vont peut-être venir perturber pour des choses mineures le fonctionnement de l'avancement des travaux. Un trou de lapin ou de blaireau, une branche en travers, un piquet tordu. Donc tout ça, c'est la vraie vie. Et je pense que nous avons effectivement besoin d'avoir du soutien du fabricant pour peut-être qu'une partie de ces choses soit analysée sans que nos opérateurs soient directement sur le terrain. Parce que justement, un des intérêts du robot, c'est que l'opérateur n'est plus directement sur la machine. Et donc, on peut très facilement imaginer qu'un certain nombre d'obstacles qui peuvent être détectés par le robot pourront être solutionnés par l'opérateur, peut-être par des systèmes de caméra ou ce genre de choses. Et puis demain, les développements, ce que nous attendons également de la société Vitibot, c'est de pouvoir, quand je dis Vitibot ou tous les autres opérateurs, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, un certain nombre d'opérateurs, notamment qui sont dans la salle, sont présents, s'intéressent à cette problématique, et je pense que leur intérêt démontre bien l'évolution et de la richesse des diversités permettra de répondre à la richesse des demandes des clients, puisque je pense qu'il y aura autant d'offres que de demandes. Et donc, ce relationnel que l'on peut avoir avec le fabricant, ça va être de pouvoir aussi nous apporter notre expérience pour que ce type d'appareil soit en permanence en évolution et en progrès. Il y a ce qui est créé au départ avec un cahier des charges qui me paraît déjà très rigoureux dès le départ, mais ensuite tout peut-être pas forcément intégré, et tous les points que l'on pourra rencontrer, nous tâcherons de les amener aussi en point de vigilance aux fabricants pour que l'appareil continue d'évoluer et réponde de mieux en mieux à nos attentes futures et à nos exigences futures. Thank you. So clearly, Merci. the end user doesn't know Donc, what they do not know. l'utilisateur final ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Donc, en fait, il dépend de votre soutien. Vous avez 1 minute chacun. Je vous laisse résumer le type de soutien que vous pouvez leur apporter et tout ce qui va autour. Ça fait un gros bouleversement pour nos clients, pour les opérateurs. Et donc, ce qu'on propose avec l'achat d'une machine, c'est une formation qui est obligatoire d'ailleurs pour le personnel qui va être amené à manipuler le véhicule. On discute aussi de l'outillage qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc on a vu par exemple en arrivant dans le Bordelais qu'ils avaient plutôt l'habitude d'utiliser des décavillonneuses pendant la saison. Donc c'est des nouveaux outils. On travaille avec eux pour voir comment les intégrer sur la machine. Et après, effectivement, il y a un suivi, on va dire, un petit peu plus quotidien avec un système de supervision de la machine pour savoir s'il y a un défaut, qu'on soit averti le plus vite possible et qu'on puisse apporter du soutien à nos clients. Alors un défaut, ce n'est pas forcément une panne de la machine. Ça peut tout simplement être la machine qui a vu un poteau en travers et qui a décidé de se mettre en sécurité. L'idée, c'est qu'on puisse intervenir à distance, activer les caméras sur la machine et débloquer le véhicule en toute sécurité en activant toutes les caméras et en s'assurant que le véhicule est bien en sécurité. Et ça, demain, ça fera l'objet d'un réseau de neurones, ce qu'on appelle du machine learning, pour améliorer la sécurité et la fiabilité, c'est-à-dire que la machine ne s'arrête pas pour rien. C'est toujours le débat aujourd'hui de savoir où poser la sécurité. Il faut qu'on s'arrête dans tous les cas s'il y a un obstacle, mais qu'on ne s'arrête le moins possible sur des faux positifs. Comme je le disais en introduction, donc Citia c'est une PME industrielle.
On existe depuis 86, on a l'habitude de faire des machines dans le monde automobile, aéronautique, à travers la planète. Donc les attentes sont, quel que soit, je dirais, le métier, sont toujours les mêmes. On veut du service à proximité. Et donc ça veut dire qu'il faut adapter le réseau de distribution par rapport aux attentes des différents pays, des différentes régions, et il faut apporter de la formation par rapport à l'utilisation. En plus, on a l'habitude de gérer du service après-vente par des plateformes de ticketing depuis de nombreuses années, mais tout ça se construit aussi par le réseau de terrain, parce qu'on ne vendra pas de machine si on n'a pas le réseau d'assistance locale, quel que soit l'endroit, quelque part. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille nous beaucoup sur cette constitution de réseau qui prend énormément de temps, mais qui va ensuite permettre de déployer beaucoup plus rapidement. Voilà notre objectif. And is that support that you offer, is it ongoing? Et ce soutien, est-ce que il dépend des contrats, ou est-ce qu'il est en fait nous sommes forcément un partenaire sur... Enfin, tout évolue. Nous, on a commencé il y a 5 ans. On a lancé la marque il y a uniquement que 2 semaines. Donc, on fait pas cette chose-là pour s'arrêter. La semaine prochaine, on sait très bien que c'est pas une course de 100 mètres. C'est un marathon. Les choses sont en train d'évoluer, il faut les apporter étape par étape. Étape par étape, ça veut dire ne pas être tout seul, ça veut dire être accompagné dans l'écosystème et par les professionnels qui ont aussi de la valeur ajoutée à apporter par leur expertise, par leur technique. Donc bien évidemment, nous on travaille sur des machines qui fonctionnent depuis des années et des années. Donc on est dans le suivi, l'évolution de ces machines. Par contre, on est toutefois ouvert sur les différents partenariats qu'il peut avoir pour faire accéder au marché de plus rapidement à un plus grand nombre ces systèmes. Alors nous, comme on prévoit de se déployer un petit peu plus lentement, c'est pour ça qu'on se concentre uniquement sur 2 zones. Donc on ne livre que les machines Champagne, Bourgogne et Bordelais. Donc c'est un choix. On sait qu'on renonce à des commandes clients en verrouillant sur ces zones géographiques, mais on le fait pour le bien des clients quelque part, pour être sûr d'avoir des techniciens sur place, être sûr que ce soit une bonne expérience pour eux et qu'on puisse leur donner tout l'accompagnement qui va être nécessaire à la fois pour la mise en place de la machine, je pense par exemple avec l'étape de cartographie, mais aussi toutes les étapes de formation et d'accompagnement au quotidien. Donc on se pose des limites à ce niveau-là pour être sûr de pouvoir y répondre. That's all the time we have. I know Fabien. Nous n'avons plus de temps. Fabien et Cédric seront ici. Si vous avez des questions, posez leurs questions. Posez vos questions directement. Merci également à Thierry d'avoir participé à notre table ronde.